On a tous déjà vécu une sensation étrange lors d'une discussion sur le don d'organes. Ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la mort d'un parent, d'un grand-parent, d'un frère, d'une sœur. C'est une discussion qu'on repousse, qu'on évite. En même temps, c'est un choix personnel, mais qui se partage. Le don d'organes redonne la vie. Saviez-vous qu'un don de ces organes peut sauver jusqu'à 7 vies ? Le problème, c'est qu'en France, le refus de donner ces organes augmente. Pourquoi ce podcast ? Pour vous raconter la nouvelle vie de Marc, Léa, Mahamadou, Sana, Pierre et Marie-Claude. Ils ont tous été transplantés du foie. Sans ces dons, ils n'auraient pas été là pour nous raconter leur histoire. Écoutez Transplanté, une série de 6 témoignages de patients greffés du foie au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul-Brousse, un établissement de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Durant ces épisodes, Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe, le docteur Léa Duhaut, hépatologue, et le docteur Daniel Pietraz, chirurgien de transplantation hépatique, vous accompagneront pour vous partager leur expertise. Grâce à ces témoignages, nous espérons que vos prochaines discussions sur le don d'organes parleront aussi de la vie. On y va. Je m'appelle Ghislaine Billard, j'ai été infirmière coordinatrice de greffe au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul-Brousse. J'ai suivi de nombreux patients avant la greffe, lors de l'appel de greffe et en post-greffe. Je vais vous accompagner tout au long de ce podcast pour présenter les différents témoignages, les replacer dans leur contexte et partager mon expérience d'infirmière coordinatrice. Épisode 6. Pierre. Pierre a 69 ans. Il a été transplanté il y a maintenant 2 ans. Ce chef d'entreprise était atteint d'un cancer du foie. Il a attendu 8 mois sur la liste. Cet homme pressé et très occupé a pu guérir dans les temps du cancer grâce à la transplantation. Sa reconnaissance pour son donneur et l'hôpital public est sans limite. Je pense que j'ai été sur la liste des transplantés et j'ai attendu 9 mois, 10 mois, je crois, c'est ça, dans ces eaux-là. À vrai dire, comme j'étais toujours très investi professionnellement, j'ai pas stressé pendant cette période-là. Ma femme pourra vous dire qu'elle m'a vu décliner petit à petit parce que je m'affaiblissais. Moi, j'en avais, à vrai dire, pas trop conscience parce que investi dans le travail. Bien qu'à la retraite depuis 3 ans, je continue à travailler. Voilà, donc pour moi, quand on m'a prévenu qu'il y avait un petit morceau de viande pour moi, j'ai couru ventre à terre ici. J'ai eu un coup de fil du centre en bas qui m'a appelé. Oui, c'est l'hôpital Paul-Brousse. Où est-ce que vous êtes ? J'ai dit, je suis en train de rentrer chez moi. Il dit, bon, et à combien de temps est-ce que vous pourriez être ici ? J'ai dit, à tout casser 1h30. C'est bon, vous pouvez venir, il y a un foie pour vous. Bon, pas de problème, j'appelle ma femme, je dis, écoute, je passe à la maison, prendre ma valise, je vais à l'hôpital. Non, je viens avec toi. Ok. Je suis passé la prendre, bouchon pour arriver ici. J'ai pris la bande de pneus crevée, je crois, à 70-80 à l'heure. Ma femme flippait, mais j'étais ici à peu près 1 heure après. Ah, vous êtes déjà là, mais le foie est pas encore ici. Je dis, pas grave, moi je suis là. Et donc, voilà, ça s'est passé. On dit, bon, on va vous préparer. Et puis la suite, vous la connaissez, hein. On s'est senti vraiment soutenu par tout le monde, par les toubibs, par l'analyse des examens réguliers. Comment expliquer ça ? Ici, on n'est pas un numéro. Et ça change beaucoup la donne. Alors, j'ai été opéré dans la nuit du lundi au mardi, sauf erreur de ma part. Et je suis sorti le vendredi midi de la semaine suivante. Donc, ça a été, en fin de compte, 10 jours. Et d'après Thomas, ça a été très court. Apparemment, proche du record, n'est-ce pas? Voilà, non, je dois dire que ça s'est bien passé. Faut dire que les examens que j'ai passés avant la transplantation, le souffle, le cœur, les tests d'effort, etc. Et je réunissais apparemment toutes les conditions pour faire un bon candidat, éviter les risques sur la table. Et donc tout ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe.
Donc le bilan pré-transplantation, ou souvent appelé bilan pré-TH, c'est un bilan où on va explorer le patient de la tête aux pieds pour s'assurer que la transplantation se déroulera dans les meilleures conditions possibles et que le post-greffe sera sans surprise. Certaines investigations peuvent amener à d'autres examens complémentaires. L'activation sur la liste ne se fera que si le bilan est totalement terminé. Donc peut-être que, apparemment, je suis pas resté longtemps en réa, je sais pas, 3-4 heures. Et le soir même, j'étais dans ma chambre en me demandant, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils ont rien fait. Et puis j'ai senti le pansement. J'ai dit, les tuyaux, oui, ça a été fait. Et je me suis réveillé comme ça, voilà, tout bien, aucune douleur. J'étais prêt à sortir plus tôt, mais on m'a dit non, il faut quand même rester ici, etc. J'ai évité le week-end, c'est déjà pas mal. Docteur Léa Duhaut, hépatologue. Alors, la durée d'hospitalisation après une transplantation hépatique, c'est très variable. Quand vous êtes dans la situation classique du patient qui est inscrit sur liste d'attente de transplantation hépatique et qui va attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce dont on informe habituellement le patient, c'est une durée d'hospitalisation de 3 semaines. On dit 1 semaine en réanimation, soins intensifs, et puis 2 semaines en hospitalisation d'hépatologie, avant un retour à la maison ou une sortie en maison de rééducation. Après, ce qu'on sait, c'est que cette durée d'hospitalisation, elle est évidemment très variable en fonction de l'état du patient. C'est pas la même chose d'attendre sa greffe à la maison en continuant à travailler, à faire du sport, ou d'attendre sa greffe en étant hospitalisé en continu depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Effectivement, on a quelques patients qui rentrent à la maison très rapidement, 9-10 jours après la greffe, parce qu'ils allaient très bien avant, ça s'est très bien passé. Et puis tous les examens ont été satisfaisants et parce qu'ils sont aussi bien entourés, ce qui permet un retour direct à la maison, ou parce que leur domicile est adapté à un retour au domicile direct. Si c'est pas le cas, on a des possibilités de maison de rééducation avant le vrai retour à la maison. Docteur Daniel Pietraz, chirurgien de transplantation hépatique. En transplantation d'organes, la durée d'ischémie, c'est-à-dire le temps entre la déconnexion de l'organe chez le donneur et le moment où il est reconnecté chez le receveur, est évidemment très importante car c'est un temps pendant lequel l'organe s'abîme. Pour le foie, cette durée maximale est considérée de 12 heures. Une durée d'ischémie de moins de 8 heures est déjà une bonne durée. Une durée de moins de 6 heures est une durée parfaite. En France, l'Agence de la biomédecine coordonne la répartition des organes. C'est pourquoi nous sommes parfois amenés à aller prélever un organe à l'autre bout de la France, tout comme cela peut être le cas juste dans un hôpital à proximité en Île-de-France. Un des rôles importants de l'équipe de coordination au moment où un organe nous est proposé est justement de gérer l'optimisation des différents temps, notamment le temps d'ischémie, pour coordonner notre heure de départ vers le centre du donneur et notre heure d'arrivée avec le greffon. C'est également un moment important où il faut coordonner l'arrivée du patient dans notre centre pour que le temps d'ischémie, pour que l'organe en fait n'attende pas le patient, mais plutôt l'inverse si possible. Ce qui nous amène à faire des trajets parfois avec escorte à haute vitesse sur autoroute en voiture, mais également des trajets en avion lorsque l'organe se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Un moment important au cours de la chirurgie de transplantation, c'est le moment du déclampage. Le moment du déclampage, c'est quand on va reperfuser l'organe pour lequel on vient donc de terminer les coutures. On va de nouveau revasculariser ce foie qui est arrivé dans une glacière, dans un liquide spécial de conservation. Il va reprendre sa couleur normale, le foie va reprendre vie quelque part. Et ce moment est un moment particulier, je pense, pour le chirurgien. Et je pense que c'est un moment, quand on fait de la transplantation d'organes, dont on ne se lasse pas. Alors, il n'y a pas eu de retour à la maison tout de suite, parce que je suis d'abord allé au bureau avec mon fils qui est venu, avec mes fils qui sont venus me chercher. Et je suis allé saluer mes collègues et les rassurer, parce que quand un capitaine n'est pas là pendant 2 semaines, ça peut créer pas mal de choses. Et donc, ils ont tous été contents pour moi que je sois revenu. Je suis resté 1 heure ou 2, et puis je suis rentré à la maison. Et à la maison, ma foi, j'ai essayé de reprendre la vie normale le plus vite possible. Bon, il fallait quand même accuser
la perte de musculation des jambes, et que j'ai pas encore totalement récupéré, parce que investi dans le travail et pas le temps de faire beaucoup de kiné, beaucoup de muscu, etc. pour récupérer. Mais pour moi, c'est une résurrection, c'est clair. Lundi, j'étais de nouveau au boulot. Sans exagérer, le bureau, le travail, l'administratif, etc. Mais au bout d'un mois, je repartais en déplacement, en réparation, etc. Aujourd'hui, je voyage beaucoup. Je reviens de Tunisie, je suis rentré hier soir, je repars au Maroc la semaine prochaine. On a beaucoup de clients en Afrique et on bouge dans toute la France. Tu peux passer ma boîte là? Voilà, oui. Et ben voilà, tout simple, un petit pilulier. Voilà, tous les dimanches matins, je remplis les petites boîtes et ma foi, très bien. Faut reconnaître qu'au début, c'est un peu lourd, notamment pour retenir les noms, que j'ai toujours pas retenu d'ailleurs, mais j'ai les ordonnances dans mon téléphone, j'ai tout, comme je suis un grand pigeon voyageur, je me déplace, et ma foi, ça se passe très bien, j'ai aucun problème de digestion, ça me perturbe pas du tout, je prends ça comme si je prenais une aspirine, j'ai pas de souci avec ça, d'autant que la posologie maintenant a été réduite, et donc, c'est un vrai confort. Je pars en voyage, je prends suffisamment de médoc au cas où je ne puisse pas revenir. Mais sinon, ça va. C'est une question d'organisation, en fait. Alors effectivement, comme le dit Pierre, c'est important de prendre ces médicaments de manière rigoureuse, parce que finalement, c'est en prenant ces médicaments qu'on va diminuer au maximum le risque de rejet et le risque de certaines infections après la greffe. Le grand défi, c'est de réussir à garder la rigueur qu'on avait à la maison lorsqu'on retourne au travail, d'autant plus quand on a des journées qui sont bien chargées. Le pilulier, c'est un bon outil pour cela, l'alarme sur le téléphone également. Le fait d'avoir un traitement anti-rejet n'empêche pas de voyager, mais ça implique certaines précautions, notamment d'avoir en permanence ces ordonnances sur soi, ou par exemple en photographie dans le téléphone, de bien penser à ne pas mettre ces médicaments dans la soute, et puis d'avoir toujours quelques jours d'avance au cas où vous auriez un problème sur le retour. Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Une première fois, j'ai appelé tout de suite ici pour faire il dit bon, il faut éviter, mais bon, c'est pas trop grave. Ne prenez pas la double dose et puis ça ira. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça, mais avec un sérieux avertissement dont je tiens compte. Et la deuxième fois, c'était simplement le cachet du soir. Je me suis relevé la nuit, je l'ai pris à minuit. Voilà. Donc, mais sinon ça va. Franchement, c'est d'un. Comment expliquer ça? Je pense qu'une transplantation, ça doit être moins grave qu'une prothèse de hanche, en ce qui me concerne. Je ne sais pas ce que c'est qu'une prothèse de hanche, mais ça a été tellement bien fait. Ici, je n'ai subi et je n'ai souffert en aucune manière. Je n'ai jamais eu mal, je n'ai jamais souffert. La gestion de la douleur a été très très bien faite. Ça a été vraiment un confort. Le 3e jour, j'avais mon ordinateur, je travaillais à distance, je regardais mes films pour me reposer, etc. Ça a été vraiment un confort. Bon, je vais pas dire que je courrais pour le refaire, mais je regrette absolument pas d'être venu. Non, ça c'est sûr. C'est là où le bas blesse, c'est que c'est un peu difficile pour moi de restreindre autant les quantités que les régimes. Mais bon, je dis on vit qu'une fois. Donc voilà, c'est sûr que là je reviens de Tunisie, j'ai mangé très épicé, le midi c'est pizza tous les midis parce qu'on bosse, etc. Mais dans l'ensemble, ça va, j'essaye de restreindre les quantités, ce qui est pas facile parce que je suis une bonne fourchette. Et voilà, d'ailleurs chaque fois que je passe sur la balance ici, j'ai droit à fumer un petit cigare, mais bon, voilà, ça se passe. Enfin, moi, quelque part, c'est vrai que je me sens un peu fort, mais je me sens bien dans ma peau. Je vis correctement. Bon, je suis prévôt d'armes, j'enseigne le tir sportif, mais depuis l'opération, j'ai pas eu l'occasion de retourner au stand de tir parce que je suis bouffé par le boulot. Et entre nous, le travail, c'est une forme de sport. Surtout aujourd'hui. Voilà. Mais disons que la greffe n'est pas liée à mon ralentissement, c'est plutôt l'âge.
Je suis dans l'année érotique, donc il est quand même pour moi temps de penser à restreindre sérieusement, mais j'ai du mal. Je travaille en famille avec mon épouse, avec mon fils, qui a besoin de moi. Remplacer quelqu'un qui a 52 ans d'expérience dans un métier très difficile, c'est pas facile. On transplante pas toutes ses connaissances dans la tête de quelqu'un d'autre aussi facilement qu'on transplante un foie. Et là, je suis pas technicien de l'œuvre. Voilà. Donc, non, mais il faudrait que j'arrête, c'est sûr. Il faudrait que j'arrive à lever le pied. Mais bon, c'est mon fils qui va trinquer. J'en parle avec facilité et je témoigne avec un profond respect et beaucoup de connaissances de ce que j'ai vécu ici. J'ai énormément de reconnaissance pour l'équipe et je viens toujours ici avec beaucoup de respect pour l'équipe. Et je ne peux plus accepter que quelqu'un puisse critiquer l'assistance publique en France. C'est quelque chose d'intolérable pour moi quand on connaît le prix d'une transplantation, le prix en euros, et la gratuité des soins qui sont donnés. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un manque de respect envers quelqu'un du milieu hospitalier. C'est pour moi inacceptable. Le système de sécurité en France est très bien fait et il faut se battre pour le conserver, voire l'améliorer. Ça devient une religion pour moi. Voilà, j'ai à gérer mon diabète qui est pas facile. C'est lié à la nourriture, tout ça, et c'est pas toujours évident. J'aurais bien aimé avoir un système tout automatique. Tu manges ce que tu veux et puis ça distribue. Mais bon, ça n'existe pas encore. Ça va venir. Je fais attention à ce que j'ai au moins le double des médicaments dont j'ai besoin pour mon voyage. Sinon, je prends mon linge. J'ai ma petite pharmacie avec moi, des antidiurétiques, des antidouleurs au cas où j'ai quelque chose. J'ai mes seringues pour le diabète, et puis j'ai mon chargeur pour recharger le testeur, le téléphone, etc. Mais c'est de la routine pour moi. J'ai toujours ce que j'appelle mon Bézanville, ma valise avec mes vêtements, mon truc, mes médicaments. Et puis voilà, j'ai ma trousse de toilette, c'est prêt. Je peux prendre l'avion en 2 heures de temps s'il faut. Ou aller me déplacer à Béziers ou à Lille pour aller dépanner un client, à Rennes, c'est pas un souci pour moi. Franchement, je revis normalement. Je dirais même que si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. C'est ma femme qui, en plus, a pris grand soin de moi. Alors quand mon diabète a été déclaré par un médecin de ville qui s'occupait de me soigner et de faire les ordonnances, ceci, cela, etc. Ma femme voyait que je me dégradais, moi je ne voyais pas trop, et elle a dit il faut faire quelque chose, et elle a pris rendez-vous ici. Et j'ai été reçu par, comment il s'appelle encore ? Samuel, ouais. Voilà. Et donc il m'a dit bon écoutez, si là, bon vous avez l'air de prendre ça par-dessus la légèreté, est-ce que vous voulez guérir ou pas ? La question posée comme ça m'a interpellé sérieusement et il dit alors il faut faire ce que je dis et boum, et on a pris ça. Avant l'opération, j'ai eu 3 interventions par la hanche avec des chimie-embolisation. Ma foi, c'est moins agréable que la transplantation pour parler simple, mais ça n'a pas marché. Mais donc, l'équipe ici n'a pas abandonné. Ils ont dit, bon, ça marche pas, il faut passer à la transplantation. Et c'était déjà prévu avant, mais pour éviter que ça se dégrade tant qu'il n'y avait pas de don, ils ont fait la dernière fois, ça a été très douloureux parce que le médecin, il a mis double dose, mais ça n'a pas marché quand même. Donc, voilà pourquoi on est passé à la transplantation. Docteur Daniel Pietraz, chirurgien de transplantation hépatique. La chimio-embolisation fait partie de l'arsenal thérapeutique que nous pouvons proposer aux patients qui ont un cancer du foie, un carcinome hépatocellulaire. Ce traitement est notamment proposé aux patients avec un cancer en attente de transplantation
il s'agit d'injecter, en passant par l'artère du foie, une chimiothérapie dans le cancer, pour détruire le cancer, donc chimio, et embolisation, de boucher l'artère qui vascularise, qui oxygène ce cancer, pour essayer de le contrôler au maximum. Ce traitement est administré aux patients dans l'attente de la greffe, parce qu'on ne sait pas s'ils vont attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et pendant ces 6 mois, s'ils ne recevaient pas ce traitement d'attente, le cancer pourrait progresser, voire même progresser et les faire sortir de liste d'attente. Aujourd'hui, mes enfants ont baptisé mon foie Tom, et Tom va bien. Tom et moi, on est indissociables pour la vie. Quand j'ai raconté ça à Charles, il m'a dit, bon, ben, comment va Tom? J'ai dit, Tom, c'est qui? Ben, ton foie, j'ai dit, tu l'as baptisé Tom, et c'est resté Tom. Et puis, j'ai dit, tu sais, ça s'est vraiment très, très bien passé. Et franchement, il me dit, mais t'as une idée de ce que ça a pu coûter? Je lui ai dit le prix. Il m'a dit, bon, ben, alors, je raccroche parce qu'il faut que j'aille travailler pour payer Tom. C'est beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il y a un respect à maintenir au titre de l'équipe. Et en ce qui me concerne, je suis chrétien et il faut rendre grâce à la personne qui a été donneur. Et moi, j'oublie pas ça. J'ai mis du temps à écrire parce que je voulais pas raviver cette douleur trop tôt. Je sais que pour d'un proche, j'ai perdu un petit enfant, ça me pardonne pas. J'ai perdu papa il y a quelques années maintenant. J'ai encore maman qui a 91 ans et demi. Elle va avoir 92 ans ici, elle va bientôt vivre avec nous. Elle a échappé à 3 cancers. Donc je connais le prix de la vie. Et la personne, la, noir, blanc, chinois, musulman, chrétien, agnostique, peu importe, qui a accepté de donner ce foie, pour moi c'est un saint. Et ça se respecte. J'ai donc écrit un courrier pour remercier les proches. Et je l'ai écrit à peu près un an après, au titre de l'anniversaire. Sans jeu de mots. J'ai mis du temps à trouver les mots justes. J'ai gardé le courrier, je le relis. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant. Voilà. Il me semble que ce que vous faites ici devrait être mieux connu. Je ne veux pas dire qu'il faut de la publicité, c'est pas ce que je veux dire, mais avant ce problème-là, transplantation, oui, on sait ce que c'est, on entend transplantation du cœur, de machin, tout c'est important, etc. Mais il y a d'autres choses aussi, le foie, les reins, c'est entre guillemets petits organes, mais qui sont quand même importants, peut-être pas aussi vital dans l'immédiat que le cœur, mais sur le long terme, oui. S'il y a un message à faire passer, c'est celui-là. Le fait que je sois content, bon, je ne dois pas être le seul, mais le fait que ça m'a permis de vivre normalement, de continuer ce que je suis en train de faire, d'être présent pour mes enfants, mes petits-enfants, pour ma femme aussi, qui est mon conjoint depuis 40 ans. On a fêté 40 ans de mariage il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines maintenant. C'est important. Voilà. Puis bon, je veux pas qu'elle change de mari. Moi, j'ai pas envie de changer de femme. Donc, on va continuer encore un bout de chemin. L'avant-greffe, il y a eu peu de personnes qui savaient que j'étais en attente de greffe. Mes enfants, bien sûr, ma femme. 1 ou 2 collègues au bureau le savaient, mais en fait, comment expliquer ça? J'étais peut-être un peu dans l'attente, en y croyant, tout en n'y croyant pas, parce que ça venait pas. J'étais tout en bas de la liste, vous êtes au numéro 900, j'ai dit, bon, ça, c'est pas demain la veille. Et puis, bon, quand c'est arrivé, parce qu'il n'y a pas que le nombre, il y a aussi les... comment je vais expliquer ça, la compatibilité, etc. Ben ça s'est trouvé bien, quoi. Je suis pas un petit bonhomme, donc il fallait pas un foie de bébé. Il y avait pas que ça, mais donc tout ça c'est important. Et moi je veux rendre grâce à toute cette équipe. On les remerciera jamais assez. L'émotion me gagne, pardon, mais
toute cette équipe qui, dans l'analyse, les soins, les prises de sang, tout le travail de fond, j'ai pris conscience de ça après. Tout ce travail de fond qui est fait par l'équipe qui suit, qui analyse la discussion entre les différentes spécialités des médecins, etc., pour arriver à ce résultat, c'est important, c'est incroyable. Bon, à n'en pas douter, les enfants ont été très contents, mon épouse aussi, ravie de me voir revivre, de reprendre le poil de la bête, être travaillé, etc., continuer à emmerder mon monde, à être agressif avec les clients non fidèles, ça me manquait. Voilà, donc j'ai repris ça et aujourd'hui je continue. Mon entourage sait que je reste, je ne vais pas dire fragile, mais quelqu'un à qui il faut faire attention. Voilà, alors une femme enceinte va tenir son bébé, moi souvent je tiens mon foie. Transplanté, c'est un podcast proposé par le Centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à PHP. C'est une idée originale de Thomas Bréard, infirmier de coordination, et Aurélien Stocco, chargé de communication de l'hôpital. Nous remercions particulièrement les patients pour leurs témoignages si précieux, Dr Léa Duhaut, Dr Daniel Pietraz ainsi que Ghislaine Billard du Centre hépatobiliaire pour leur participation. Nous remercions aussi le professeur Audrey Quali et le professeur Daniel Cherki pour nous avoir permis d'enregistrer ce podcast au sein de leur service. Nous remercions aussi Alexandra Cocard, infirmière en hôpital de jour du Centre hépatobiliaire, avec qui les entretiens ont été enregistrés. Prise de son, musique, montage et mixage, Aurélien Stocco.